Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Digital Mag, votre rendez-vous technologique sur Ado TV. Et aujourd'hui, nous allons parler de technologie et de technologie dans le domaine de l'éducation. Et pour ce sujet très intéressant, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Stefano Amekoudi, le directeur du Centre numérique francophone de Cotonou, qui est situé sur le campus d'Abomey-Calavi. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour. Eh bien, donc aujourd'hui, nous allons aborder les technologies en rapport avec l'éducation et votre centre est un centre de référence en la matière. Dites-nous déjà, c'est quoi le CNFC? Alors, le C, c'est plutôt campus et non centre. C'est campus D'accord. numérique francophone. Le campus numérique francophone de Cotonou, situé sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi, a une double casquette, si je peux m'exprimer ainsi. C'est D'accord. d'abord la représentation d'une institution plus grande qui est l'Agence universitaire de la francophonie, La donc UF? l'AUF. Et ensuite, c'est un centre de ressources sur les questions de numérique éducatif et sur les questions d'innovation technologique. Si je peux le définir comme nous le faisons institutionnellement, le campus numérique, c'est un espace d'apprentissage et de pratique numérique d'un côté et de l'autre côté, c'est un tiers-lieu. Donc un endroit qui se situe entre la maison et l'université où la communauté universitaire, mais également la communauté qui entoure l'université, donc la communauté économique, peut se retrouver pour travailler sur les questions d'innovation, sur les questions d'entrepreneuriat, sur les questions de pédagogie, notamment par le numérique. D'accord. De pédagogie par le numérique. Dites-nous, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la pédagogie, le numérique, entre dans le domaine pédagogique? Alors, ça, je pense que nous allons en reparler plus longuement tout à l'heure, mais c'est arrivé parce que depuis plus d'un siècle déjà, les gens pensaient à pouvoir dématérialiser le concept de mettre ensemble un enseignant et un étudiant. Donc, est né depuis 1729 à peu près le concept de la formation à distance. Ce concept a évolué, j'allais dire, en 3 temps. Dans un premier temps, c'est la poste qui a servi à rapprocher donc l'enseignant de l'étudiant qui sont séparés justement par la distance. Dans un deuxième temps, donc, il y a eu l'ère de l'audiovisuel à travers la radio et la télé et l'arrivée au début des années 90 ou la démocratisation, donc au début des années 2000 de l'Internet a bien entendu permis à ce que la formation à distance soit plus ou moins aujourd'hui confondue à la formation en ligne. Donc la formation à distance et donc le e-learning, la formation en ligne sont devenus, j'allais dire, presque synonymes. Presque synonymes. Donc c'est comme ça, j'allais dire, que le numérique a permis à ce que la formation à distance se démocratise à travers donc Internet. Et donc votre campus, le campus numérique francophone, offre une plateforme pour tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent avoir des diplômes à distance. Voilà, donc le campus numérique de Cotonou, mais pas que le campus numérique de Cotonou, parce que c'est un réseau aujourd'hui d'environ 65 campus numériques qu'il y a dans le monde, chapeauté par l'Agence universitaire de la francophonie. Donc ce réseau permet aux établissements d'enseignement supérieur qui sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie de s'adosser en Abomey-Calavi, donc Parakou, de pouvoir s'adosser à un dispositif à 2 temps. Un dispositif d'abord dans un premier temps, et je pense qu'on va peut-être aussi en parler, qui leur permet de développer donc des formations à distance. Mais dans le cas d'espèce de ce que vous dites, un dispositif dans un second temps qui leur permet de pouvoir gérer le flux d'étudiants et la gestion administrative donc des formations à distance que ces établissements développent. Donc votre établissement offre deux types, c'est la même prestation mais en 2 temps, c'est-à-dire un établissement universitaire qui veut concevoir une formation à distance, comment vous l'accompagnez dans la conception de ce programme à distance, de cette formation à distance, une licence, un master par exemple, qu'on veut délocaliser, qu'on veut mettre en ligne, vous accompagnez l'institut universitaire dans ce sens. C'est tout à fait cela. D'accord. Quand on parle aujourd'hui de la formation en ligne, de la formation à distance, il faut
noter qu'on peut globalement les catégoriser en deux types. Les formations, comme vous l'avez dit, diplômantes à distance, ce sont des licences, ce sont des masters, ce sont des diplômes d'université, ce sont des doctorats dans le système purement LMD qui sont délivrés donc, par des universités, des grandes écoles de formation. Et ce sont des cours en ligne qu'on appelle, le terme anglo-saxon a dominé, voilà, a dominé l'espace. Une définition de ce fameux sigle de MOOC. Donc MOOC, le terme anglo-saxon, ça veut dire Massive Online Open Courses. En bon francophile, on pourrait définir cela comme un cours en ligne ouvert et massif. Donc c'est des cours, c'est des modules qui sont plutôt certifiants, qui sont plutôt qualifiants, destinés à développer d'abord par soit des entreprises ou des écoles, des établissements d'enseignement supérieur, et destinés à ce que tout un chacun, quel que soit son niveau, quelles que soient ses compétences et ses capacités, puisse y accéder et donc développer de nouvelles compétences. Autrement dit, par exemple, si pour avoir une licence par une formation ouverte et à distance, il faut, tout comme on dit au CNFC, il faut que j'ai un bac, il faut que j'ai une licence pour pouvoir postuler pour un master, donc le cycle classique. Par contre, les MOOC, c'est des cursus qui sont ouverts à tout le monde. Je veux me former en gestion des projets, je veux me former en coding, je m'inscris, je suis la plateforme, on ne me demande pas un bac ou un diplôme universitaire. C'est exactement ça. J'ai tendance à dire pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre le concept, que c'est comme quand je vais dans un centre de formation dans mon quartier pour pouvoir apprendre la bureautique ou pour apprendre l'informatique, un logiciel comptable, etc. C'est le même principe. Je n'ai pas besoin d'avoir eu un bac pour aller dans ce centre-là pour le faire. Le centre a constaté qu'il y a un besoin. Ils ont développé un cursus de formation ou notamment plutôt un module de formation. Et n'importe qui se sent capable et qui a les moyens peut venir. Dans le cas des MOOC, dès que vous avez une connexion Internet, dès que vous pouvez vous rendre disponible entre 2 à 8 heures par semaine, pendant 4 à 8 semaines à peu près, vous pouvez y accéder. Généralement, c'est gratuit. Je dis bien généralement, pour accéder à l'attestation qui prouve que vous avez suivi le cours et que vous avez complété le cours jusqu'au bout. Vous avez suivi le cours jusqu'au bout. Généralement, c'est gratuit. Après, il y a d'autres mécanismes qui sont plus ou moins payants, notamment ce qu'on appelle les attestations ou les certificats authentifiés. Donc, c'était une digression. Les certificats authentifiés? Alors, les certificats authentifiés, le principe est simple. Les MOOC sont nés initialement aux États-Unis, développés par l'université de Stanford. Aujourd'hui, tout un chacun, toute université ou même des entreprises de formation ou pas peuvent décider de créer un MOOC. Ils décident ensuite de l'adosser à une plateforme ou bien de développer eux-mêmes leur propre plateforme technologique pour pouvoir l'abriter. Il y a aujourd'hui dans le monde plusieurs plateformes, mais j'en citerai essentiellement deux. Un dans le monde francophone qui s'appelle FUN, France Université Numérique, et un dans le monde anglophone qui s'appelle Coursera. Je ne donne que ces deux plateformes-là, mais il y en a, j'allais dire, voilà, des centaines, des pléthores. Chaque individu ou chaque établissement ayant des compétences techniques peut développer ces plateformes. Il y a notamment un logiciel libre qui permet de faire cela, qui s'appelle EDX, qui permet à tout établissement qui veut de prendre cela et pouvoir développer sa plateforme. Donc, l'établissement développe son cours et décide de l'adosser à une plateforme. Dès que la plateforme accepte de prendre ce cours-là sur ses instances serveurs, toute personne dans le monde peut accéder donc à ce cours-là. Quand vous suivez le cours et que vous avez entre 60 et 80% minimum de réussite, la plateforme elle-même auto-signe une attestation, un certificat qui vous est délivré,
qui prouve que vous avez suivi toutes les vidéos, qui prouve que vous avez fait les exercices, qui prouve que vous avez une attestation de participant à une formation classique. D'accord. Donc ça c'est l'attestation de complétion de cours, comme on dit. C'est déjà satisfaisant et c'est déjà valorisant dans un CV par exemple. Mais vous pouvez décider d'aller plus loin en disant je veux que l'établissement ou l'entreprise qui a développé ce MOOC là me signe une attestation. Ok, d'accord. Et dans ce cas-là, vous passez un examen, un autre examen qui généralement est sur table comme dans un centre d'examen classique. Donc vous allez vers un centre d'examen ici à Cotonou, le campus numérique de Cotonou est centre d'examen, le centre d'enseignement à distance, le CED Bénin est centre d'examen. Donc vous pouvez aller donc dans un centre d'examen et vous subissez donc cet examen-là. Et quand vous réussissez, c'est l'établissement ou l'entreprise qui vous envoie donc cette fois-ci une attestation qu'on appelle donc le certificat authentifié. D'accord. Donc je disais que c'était une digression parce que nous étions normalement en train de parler des FOAD. Donc le campus numérique, notamment l'agence universitaire de la francophonie, ou tout établissement qui veut développer un MOOC, et une formation à distance, une formation diplômante à distance, entre donc dans un processus qui doit être mené vraiment sous forme de projet. Parce que une formation à distance, c'est un projet pédagogique avant tout. On aime à dire que la formation en ligne, la formation à distance n'est pas une question technologique, c'est vraiment plutôt une question pédagogique. Pédagogie d'abord avant la technologie? Oui, pédagogie d'abord avant la technologie. D'accord. Parce que, à la différence d'une formation classique, le mode de transmission change et donc le mode de contact de l'enseignant et de l'enseigné change. Il y a un média qui sert d'interface. Qui sert d'interface. Et donc vous devez adapter donc, votre forme de pédagogie à ce média. Quand vous êtes en amphi, l'étudiant peut à tout moment poser des questions. Il y a une interaction directe. Il y a une interaction directe. Donc vous devez pouvoir, quand vous passez à distance, comprendre ce mécanisme-là pour pouvoir faire ce qu'on appelle donc une scénarisation de votre enseignement pour pouvoir le mettre à disposition de l'enseigné. Et l'enseigné ou l'étudiant devient en ce moment-là, d'ailleurs on commence à l'amener dans la formation classique, devient le vrai acteur de son dispositif. Et vous devez donc faire en sorte qu'il le soit. Qu'il le soit. Donc vous montez un projet pédagogique. Est-ce que les supports sont disponibles? Dans quel format? Si ce n'est pas disponible, il faut pouvoir les numériser. La numérisation, ça peut prendre deux ou plusieurs formes, soit comme ce que nous sommes en train de faire, on filme l'enseignant en situation d'apprentissage, ou soit on fait des polycopies qu'on scénarise sur un dispositif avec un parcours de progression, avec tous les éléments d'acquisition de connaissances, d'orientation, etc. Donc en gros, ce que l'enseignant fait en amphi doit pouvoir le transposer sur un dispositif technologique. Et ensuite, il y a d'autres éléments à prendre en compte. L'enseignant, quand il va en amphi, on lui compte des heures d'enseignement. Mais là, il a passé 20-30 heures à concevoir son support, mais pendant toute l'année universitaire, il ne fera en guillemets pas de cours magistral. Donc comment on remet les deux en phase en termes de rémunération, en termes de compensation, en termes d'avancée sur le plan économique et sur le plan scientifique. Exactement, et tout cela. Et il y a d'autres notions à prendre en compte. L'étudiant, sa vie sociale était sur le campus où il rencontre ses camarades. Donc, il faut pouvoir transposer ça sur le plan technologique également, créer des chats, des forums, etc. sur un dispositif. Et ainsi de suite. Donc, il faut monter cela comme un projet, même ne serait-ce que
la manière dont l'étudiant accède au cours. En amphi, il a besoin de prendre un Zoom pour venir en classe, avoir un cahier pour noter, etc. Là, il a besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur. Il est là où il décide d'être, en fait. Voilà. Donc, tout cela doit être accompagné sous forme de projet pour que les enseignants comprennent cela, pour que l'établissement puisse mettre à disposition les moyens qu'il faut, les ressources qu'il faut, pour que les étudiants et leurs parents comprennent cela. On a des cas où le parent d'élève, au bout de 2 mois, il a accepté que son étudiant s'inscrive, il a vu que l'enfant a son certificat de scolarité d'une université, je ne sais pas, de Ouaga 2 par exemple, qui offre une bonne formation par exemple en gestion des associations des ONG. Oui. Il a accepté, mais au bout de 2 mois, il se rend compte que son enfant ne sort jamais de la maison, est sur un ordinateur, il vient nous demander, oui, il vient nous demander est-ce qu'il n'est pas un gaiman, voilà. Donc, tout le processus dont je parle en termes de projet doit permettre à faire cette sensibilisation et à construire le projet pédagogique et le projet technologique. Donc l'Agence universitaire de la francophonie a un dispositif d'accompagnement pour ces établissements membres qui veulent transformer une formation classique, un diplôme classique en formation à distance. Donc c'est la première partie. Et donc la deuxième partie, c'est que forcément, une fois que la formation existe, vous avez des étudiants au Togo qui veulent s'inscrire à votre diplôme si c'est l'université d'Abomey Calavi qui l'a développé. Vous avez des étudiants au Congo qui veulent s'inscrire. Comment vous faites cela? Donc vous accompagnez les établissements dans la gestion de tout ça. Voilà. Donc puisqu'on a un campus numérique un peu partout, je disais 65, ça vous permet donc. On va avancer un peu. Vous avez parlé tout à l'heure de l'image, la perception que le public a, que les parents peuvent avoir par rapport aux apprenants. Quels sont les défis de la FOAD, des FOAD actuellement? Alors, ça représentait un défi il y a quelque temps, ce qui faisait que au début des formations à distance, l'agence universitaire a commencé en 2004. La première formation à distance développée en Afrique par une équipe complètement africaine a été développée par l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et donc, en ces années-là, au début, donc chaque fin d'année, on organisait de vraies cérémonies de remise de diplôme. Pour rassurer, pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre le parchemin obtenu, qu'il n'y a mentionné nulle part dessus, que c'est formation à distance. Parce que, comme je le disais tantôt, la seule différence entre une formation classique et une formation à distance, ce n'est que le média de transmission. L'un c'est l'amphi, l'autre c'est Internet. Le contenu, la pédagogie ne change pas. Donc on faisait cela. Aujourd'hui, cela a bien avancé. En 2012, le Bénin a adopté un décret qui permet désormais de pouvoir vraiment reconnaître dans certaines conditions la formation à distance au même titre que les formations délocalisées. Donc maintenant, nous n'organisons plus ces cérémonies, mais nous accompagnons systématiquement nos diplômés dans la procédure auprès de la Direction générale de l'enseignement supérieur pour l'équivalence et pour l'authenticité de leur diplôme. Mais les grands défis restent, j'allais dire, sociologiques, auprès de la communauté universitaire comme auprès du grand public. Auprès de la communauté universitaire, je mentionnais quelques éléments tantôt. C'est comment convaincre l'enseignant que le temps mis dans la conception de son cours est valorisé. Premièrement. Comment rémunérer cette phase conception de contenu, mise à disposition et tutorat. Dans la formation classique, l'enseignant ne séquence pas cela parce que ce qu'il a conçu, il vient dispenser ça automatiquement à son rythme, etc. Donc séparer cela, valoriser cela en termes de rémunération, etc. Et auprès du grand public, c'est comme il y a quelques années dans notre pays, quand quelqu'un dit qu'il fait un cours du soir, on considère que c'est pas valorisant. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels le font parce qu'ils n'ont pas le temps dans la journée. Donc la formation à distance a eu aussi cette connotation pendant quelques temps. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels le font parce que ils ne peuvent pas prendre des mises à disposition pour partir de disponibilité.
Et donc, sociologiquement, il y a beaucoup de sensibilisation qu'on doit continuer à faire, mais les grands défis sont là. Okay. Il restera quand même le défi technologique, puisque c'est un dispositif qui est adossé sur la technologie. Est-ce que nous avons les serveurs? Est-ce que nous avons assez d'énergie? Est-ce que nos bandes passantes sont suffisantes? Est-ce que les périphériques d'accès sont assez vulgarisés? Donc il y a ces questions-là qu'il faut a priori, si on travaille sur ces questions, la formation à distance, les technologies de l'éducation, le digital learning, comme on le dit, a de l'avenir, selon vous? Le digital learning a de l'avenir parce que le digital learning, c'est un dispositif qui permet de remplir une des grandes missions de l'éducation, c'est la formation tout au long de la vie. Oui. J'ai obtenu un diplôme aujourd'hui, je veux me reconvertir, ou je veux poursuivre mes études, ou je veux changer d'échelle, devenir manager, etc. Une orientation. Donc c'est si je me peux dire, oui, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'une des voies d'excellence pour pouvoir le faire. Je ne laisse pas mon boulot, je continue par faire mes activités et voilà. Donc l'autre aspect aussi, c'est aussi le fait de conserver les ressources dans son propre pays. Puisque quand vous expatriez, vous dépensez dans le pays d'autrui, alors que là, vous conservez quand même une bonne partie de vos ressources quotidiennes dans le pays. Exactement. Donc, voilà. Donc, merci bien, monsieur le directeur. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je recevais aujourd'hui pour vous, monsieur Stefano Amekoudi, directeur du campus francophone numérique de Cotonou, situé sur le campus d'Abomey-Calavi. Et nous avons discuté largement de digital learning. Eh bien, je vous dis à bientôt sur Digital Mag. Merci et bien à vous.